Merci Aïda. Bonjour tout le monde et bonjour à notre troisième webinaire de notre série webinaire intitulée S'épanouir en toute sécurité, promouvoir la santé et les droits des adolescents et mettre fin à la violence sexiste et en Afrique centrale de l'Ouest. I am Montesha Kamal. I am the director of the division in the World Health Center for Research and Development. Today, I will be co-chair of the webinar with my colleague Mary Glosser Inabert, director of the Bureau of the Central Africa and Western Africa, who will be joining us very shortly. I'd like to highlight that the headquarters of CRDI, where we are meeting today, is situated on the territory of the Sede of the nation Agonkani Ashinabi, where the intendants of the land and water that we call today Ottawa goes back to the times immemorial. In 2024, and at the 30th anniversary of the action program of the International Conference on the Development of the and the Population, the CRDI has launched a series of webinars on the intersection between violence, sex violence, and the health and sexual rights and reproductive rights in Central and Africa. Une nouvelle étude publiée la semaine dernière lors de la conférence internationale sur la planification familiale souligne qu'en Afrique de l'Ouest centrale, tous les 9 secondes, un avortement non médical met en danger la vie d'une femme. Les victimes de violences sexuelles continuent de se heurter à des graves obstacles pour accéder à l'avortement, même celui légal. Et consultez la discussion, nous partagerons un lien avec vous. Régional données probantes, défis et opportunités à explorer la situation en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs des adolescents et des adolescentes et de violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Il a réuni divers acteurs afin d'identifier les lacunes dans les connaissances et de discuter de la manière dont la recherche peut soutenir la santé et le droit des adolescentes et des adolescentes. Parmi les principales conclusions figurait l'urgence démographique. La population adolescente représente près de 25% de la population et les adolescentes sont confrontées à de taux élevés de mariage précoce, de grossesse, de mutilation génitale féminin et de violences sexuelles. Bien que des cadres juridiques existent, leur application est inégale. Les panélistes ont souligné l'importance de la participation des jeunes à l'élaboration des politiques et à la mise en place de services inclusifs en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs. Des défis tels que le manque de données désagrégées et des facteurs socio-économiques plus larges ont été mis en évidence. Les panélistes ont plaidé en faveur d'une éducation sexuelle complète, de politiques plus solides fondées sur des données probantes et de l'intégration de la violence basée sur le genre et de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les stratégies nationales. J'aimerais à présent donner la parole à ma collègue Marie-Glorieuse Ingabire, directrice du Bureau pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour nous présenter le résumé du second webinaire ainsi que la session de ce jour. Merci à vous. Merci beaucoup, Montasseur, et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Alors, comme Montasseur vient de le souligner, il fait partie d'une série de webinaires, vient de partager ce qui s'est passé pour le premier, et comme rappel, le deuxième webinaire, juste avant ce troisième, était intitulé « Recherche transformatrice sur la santé et les droits de la population adolescente, meilleures pratiques et leçons apprises ». Et ce webinaire-là a exploré comment la recherche
transformatrice et la recherche-action peuvent favoriser le changement structurel. Il a présenté des projets qui ont été menés par le Centre international de la recherche et de formation avancée, ICAR en sigle, la Fondation Panzi et des initiatives qui ont été soutenues par le CRDI dans les pays divers, que ce soit la Gambie, le Sénégal, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et le Burundi. Alors, ces projets ont utilisé des méthodes participatives, et ceci pour intégrer l'éducation à la santé, aborder la santé mentale et concevoir des services de santé sexuelle et reproductive. Et ces services-là sont axés sur la population adolescente. Alors, les intervenants durant ce deuxième webinaire ont mis beaucoup l'accent sur des approches inclusives et multidisciplinaires et ils ont souligné les défis tels que les tabous sociaux, la résistance politique et le manque de données. Et le deuxième webinaire s'est conclu par un appel à faire le lien entre la recherche et les politiques et à investir dans des stratégies axées sur les jeunes et à favoriser la collaboration intersectorielle. Alors, les liens vers ces enregistrements, les enregistrements de ces deux premiers webinaires vous sont communiqués dans le chat. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer ou ceux qui veulent se rappeler des discussions qu'on a eues, n'hésitez pas à utiliser ces liens vers des enregistrements. Alors, donc, aujourd'hui, c'est le cas du troisième et dernier webinaire qui est intitulé « Vers un avenir durable pour la santé et le bien-être de la population adolescente en Afrique centrale et de l'Ouest ». Et ce webinaire favorisera un dialogue axé sur les solutions entre les chercheurs, les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les responsables de la mise en œuvre. Et il se concentrera sur des recommandations concrètes pour les programmes et les investissements futurs. Alors, on a deux objectifs pour ce webinaire. Le premier, de créer un espace de dialogue intersectoriel en encourageant la diversité des points de vue des acteurs de la recherche, du financement, des politiques et des systèmes de santé. Et le deuxième objectif est de mettre en avant des solutions, des stratégies et de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les systèmes de santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescentes et des adolescents, et aussi de favoriser l'engagement durable des parties prenantes, en particulier dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous commencerons par une présentation plénière qui sera suivie d'une table ronde. Et on va commencer par notre conférencier, qui est le professeur Isiaka Sombié, et me fait plaisir de vous le présenter. Alors, Isiaka Sombié est un épidémiologiste de renom et fort de plus de 30 ans d'expérience en recherche sur la santé en Afrique de l'Ouest. Il est professeur titulaire à l'université Nandi Boni au Burkina Faso et c'est aussi l'ancien directeur par intérim du département de la santé publique et de la recherche à l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS. Alors, il est auteur de plus de 150 publications scientifiques et contribue activement à plusieurs réseaux de recherche régionaux et internationaux. Et il me fait plaisir encore de souhaiter la bienvenue au professeur Sombié. Alors, professeur Sombié, c'est à vous. Vous avez 10 minutes pour votre présentation. Merci beaucoup, Marie-Glorieuse. Et merci à toute l'équipe du CRDI pour mon invitation à ce webinaire. Alors, il m'a été demandé de faire le point sur la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre des adolescents et des jeunes. Je vais aborder donc ce point en faisant un peu un tour sur le contexte, en donnant quelques éléments d'information sur la situation, les données actuelles qu'on a,
en insistant sur le rôle des chercheurs et en terminant donc par des mécanismes et des leviers pour améliorer donc les programmes. Diapositive. Au niveau du premier point, je voudrais insister sur 3 points. Parler de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes nous interpelle toujours à mettre en tête que les adolescents, quand on parle d'adolescents, nous sommes dans un domaine où il y a un changement de la démographie. En termes de 1%, les adolescents sont dans la population générale. Quel est le profil des adolescents? Quelle est leur connaissance? Et tous ces éléments sont très importants parce qu'il y a une dynamique. Ce n'est pas un groupe statique. Deuxième point, c'est aussi parler donc de l'évolution du fardeau de la maladie pour ce groupe. Quand on parle des adolescents, c'est vrai qu'ils sont exposés aux problèmes de santé, de maladies transmissibles, de maladies non transmissibles, mais quand on parle de ce groupe qui est en forte croissance, ils sont exposés aux maladies donc liées à la santé sexuelle et reproductive, à la nutrition, aux accidents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une croissance de la population d'adolescents et de jeunes qui deviennent obèses ou en surpoids, ce qui va impacter sur leur futur de la santé. Enfin, parler des adolescents, c'est qu'il faut toujours penser au contexte social avec les nouvelles technologies de communication qui font que les adolescents aujourd'hui sont interconnectés, ils ont un accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de réseaux, ils se créent des réseaux qui les exposent aussi malheureusement à des risques. Diapositive. Alors, depuis 1994 à aujourd'hui, on a des bons messages pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. En effet, il ressort dans les évidences qu'on a une réduction donc de la proportion des adolescents ayant des rapports sexuels avant 15 ans, en même temps avec une amélioration donc de la proportion d'adolescents utilisant le préservatif. On a également une réduction dans la proportion des adolescents qui sont mariés avant 18 ans et aussi une amélioration donc de l'utilisation de la contraception dans les adolescents qui sont soit en union ou qui ont un partenaire. Et dans certains au niveau de la contraception, dans certaines zones, on a même vu le doublement de la proportion d'utilisation. On a également un bon message pour ce qui est de la réduction donc de la prévalence des mutilations génitales féminines, même s'il y a encore des efforts à faire. Malheureusement, au niveau des adolescents, ce qu'on voit, c'est que c'est la prévalence des IST qui est en croissance, sauf le chlamydie, et surtout avec le herpès génital qui va les exposer donc à d'autres maladies transmissibles donc par la voie sexuelle. Diapositive. Alors, quand on regarde les violences basées sur le genre, il faut noter que une étude récente en Côte d'Ivoire en 2023 a montré que chez les 15 à 24 ans, 18% des femmes avaient rapporté d'avoir subi une violence basée sur le genre. Cette violence pouvait être psychologique, physique, sexuelle ou d'autres types de violences. Malheureusement, dans le groupe des adolescents de 10 à 14 ans, on n'a pas assez de données. Et alors qu'on sait que ce groupe subit également des violences, malheureusement, les études devraient être poussées à ce niveau pour permettre de documenter donc à ce niveau. Les adolescents et jeunes, avec l'interconnexion aujourd'hui, où ils sont en ligne, peuvent aussi subir des actes d'harcèlement. Une étude en 2000 faite par Plan montre que 58% des jeunes filles ont déclaré avoir subi donc des actes d'harcèlement en ligne. Et ces actes d'harcèlement peuvent conduire aux jeunes filles de se sentir en danger physiquement, d'avoir une faible estime de soi ou confiance en elles-mêmes, ou encore d'être stressées mentalement ou émotionnellement, et même peuvent impacter au niveau donc de l'école. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui des problèmes
pour tout ce qui est donc des violences basées sur le genre, mais qu'on doit documenter davantage au niveau donc de ce groupe des adolescents de 10 à 14 ans. Diapositive. Alors, ça va exposer les adolescents à des questions de santé mentale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers sur la santé mentale des adolescents. Et un adolescent donc de 10 à 19 ans sur 7 souffre aujourd'hui donc de problèmes de trouble mental qui peut être exprimé sous forme de dépression, d'anxiété, de troubles du comportement. La grosse conséquence de ces problèmes de troubles, si elles ne sont pas bien prises en charge, ça va impacter sur la santé physique et mentale donc future donc des adolescents quand ils vont arriver à des âges matures où plusieurs facteurs exposent les adolescents, comme ils sont montés ici. Diapositive suivante. Alors, malheureusement, au niveau de la mortalité maternelle, les adolescents contribuent, comme on le voit ici. Les 15 à 19 ans ont des ratios environ à 260 pour 100 000 naissances. Les 20-24 ans, 190. En Afrique, chez les adolescents de 15 à 19, on peut avoir des ratios de 570. Et sur 5 décès maternels en Afrique, malheureusement, un des décès est une mère adolescente. Et les avortements, comme l'on vient de le dire Montasser et Marie Gloriose, vont constituer une grande cause contributive. Diapositive. Alors, quel peut être le rôle des chercheurs? Les chercheurs sont très importants pour aider à mieux comprendre et à mieux designer donc des interventions. Ils doivent identifier les besoins et les priorités en cartographiant les domaines de recherche pour identifier les lacunes, en collaborant avec les parties prenantes parce que cela est très important et en utilisant aujourd'hui les outils qui existent pour pouvoir documenter, évaluer ces besoins et priorités. Ils doivent aussi analyser les plans stratégiques, les programmes mis en œuvre et surtout prendre en compte la question de l'équité et le genre pour permettre donc le développement de programmes adaptés. Une fois qu'ils ont défini les besoins et priorités, ils doivent contribuer donc à mener des réponses à ces questions, en formulant bien les questions, en les mettant dans des bonnes études conceptuelles et en tenant compte des facteurs du contexte politique et stratégique. Mais ce qui est important, et ce que mes collègues viennent de le dire tout de suite, c'est que les données de recherche doivent être transférées aux politiques pour pouvoir les utiliser afin d'influencer les politiques et les pratiques. Diapositive suivante. Alors, pourquoi il est important d'avoir une approche multisectorielle et multidisciplinaire donc, quand on parle de la santé sexuelle des adolescents? Comme on le montre ici sur cette diapositive, plusieurs parties prenantes vont intervenir dans la santé donc, sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Les adolescents et les jeunes eux-mêmes sont importants. Leurs familles, les agents de soins, les professionnels de santé, d'éducation, les organisations communautaires, les écoles, les agences gouvernementales, le système de santé, mais aussi les décideurs, les organismes en charge du plaidoyer, les jeunes professionnels. Et comment travailler avec tous ces acteurs si on n'engage pas une approche multisectorielle et multidisciplinaire? C'est ce qui va permettre cette multisectorialité et cette approche multidisciplinaire qui vont permettre de mieux comprendre, de construire des programmes adaptés et surtout de pouvoir aider à avoir des interventions les plus efficaces et adaptées au système. Diapositive. Alors, pour que ces interventions qui vont être développées par les politiques, les bailleurs ou tous les autres acteurs, il y a importance de tenir compte d'un certain nombre de mécanismes. Quand on parle de la santé sexuelle des adolescents, la coordination institutionnelle est importante. Il faut créer une coordination pour que les acteurs, les différents acteurs venant de différents niveaux puissent te parler. Parce que sans cette coordination, il va être difficile d'avoir des interventions qui soient adaptées au contexte. L'engagement des parties prenantes est capital parce que chacune des parties prenantes a un rôle à jouer et c'est ensemble que leur action sera bénéfique. Et l'utilisation des données probantes, je pense qu'on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans utiliser les données probantes.
tout programme construit sans données programme ne répond pas à une réalité. Et c'est pourquoi les professionnels, aussi bien chercheurs que décideurs, doivent être formés, accompagnés pour pouvoir utiliser les données, pour pouvoir adapter les données et utiliser les données pour construire des programmes efficaces. Il va être important d'agir sur certains leviers financiers. Il faut des fonds. On doit réfléchir à des nouveaux mécanismes de mobilisation des fonds. On doit réfléchir aussi à la conceptualisation de programmes adaptés, acceptés et qui puissent être appliqués. Et on doit penser à tous les cadres de régulation des textes importants donc pour l'application d'un certain nombre de décisions. Le suivi et l'évaluation, la documentation sont très importants parce que c'est ça qui va permettre de voir si les programmes sont acceptés, adaptés, s'ils vont dans la bonne direction ou non faire des corrections. Enfin, la communication et la collaboration deviennent des éléments clés. Finalement, pour conclure, je dirais que si on a vu des progrès dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents, beaucoup reste à faire pour nous permettre d'avoir les indicateurs souhaités. L'approche multisectorielle et multidisciplinaire est obligatoire et le chercheur demeure un élément clé pour aider donc à l'élaboration de programmes adaptés, acceptés et efficaces. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément, professeur Sambier. Merci pour cette mise en contexte avec le partage des informations pertinentes, la situation actuelle, le rôle des chercheurs, l'importance des données probantes, mais aussi les leviers possibles pour une maximisation ou optimisation de l'impact de différents programmes, différentes interventions. Merci encore. Alors, il est temps de commencer maintenant notre table ronde, la deuxième partie du webinaire. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter ma collègue, Nafissatou Diop, qui en sera la modératrice. Nafissatou est spécialiste au programme principal au CRDI et elle est basée à Ottawa. Alors, Nafissatou, c'est à vous. Merci beaucoup, Marie-Gloriose. Je vais demander aux panélistes de mettre leur écran. Et j'ai le plaisir de pouvoir présenter ce panel et de modérer ce panel et de vous présenter les estimes panélistes. Je vais commencer par Madame Tracy Ebersek. Elle est représentante résidente du Fonds pour des Nations Unies pour la population, UNFPA, au Sénégal. Forte de 30 années d'expérience en développement international, elle a occupé des postes clés en Afrique, en Europe et en Amérique centrale, notamment au Corps de la paix, à l'UNOPS et à l'USAID. Bienvenue, Madame Ebersek. Pour les participants, pour ceux qui auront besoin de traduction, veuillez noter que Madame Ebersek fera ses interventions en anglais. Deuxième personne que je présenterai, Monsieur Bertin Ruguera Nkwale, excusez-moi, est le directeur des programmes à la Fondation Panzi en République démocratique du Congo depuis 9 ans. Il supervise la conception, la mise en œuvre et le suivi de projets liés à la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles en contexte de conflit. Avant Panzi, il a occupé divers postes dans des ONG, notamment au Norwegian Refugee Council, CORD-Aid et Paix pour les déshérités, avec un fort engagement pour l'autonomisation des femmes et la transformation des conflits. Bienvenue. Madame Astou Diouf Gueye est la directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Santé et des Solidarités du Sénégal depuis 2019. Elle a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement, dont directrice de la famille et conseillère technique. Depuis plus de 20 ans, elle représente le Sénégal dans des instances internationales sur les questions de genre, de droits des femmes et de paix et sécurité. Bienvenue, Madame Diouf.
Dernière personne que je vais présenter, non pas dernière, last but not least, comment on dit en bon anglais? Dr. Abdou Moumouni Nuhu est démographe avec plus de 15 ans d'expérience dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes de population et de santé en Afrique de l'Ouest. Il est également chercheur et directeur exécutif à GRAD Africa. Ses travaux portent sur la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, l'autonomisation des femmes et les dynamiques démographiques au sens large. Bienvenue, M. Nou. Alors, commençons par un premier tour de questions. Je vais commencer par M. Bertin. Monsieur Bertin, pourriez-vous nous dire quels sont les principaux défis rencontrés par les adolescentes survivantes de violences sexuelles dans votre région? Quelles approches collaboratives avez-vous utilisées pour les comprendre? Et quelles solutions collaboratives innovantes avez-vous adoptées qui se sont avérées efficaces? Monsieur Bertin, à vous. Merci, Madame, pour la parole. Merci pour nous avoir associés à ce webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais commencer à répondre en mentionnant que au niveau de la Fondation Panzi où je travaille, le docteur Mukwege met en œuvre des programmes de prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre pendant plus de 25 ans maintenant. Et parmi les victimes, survivantes qui sont âgées de moins de 17 ans. Et les 5 dernières années, on a vu une montée de ces pourcentages-là, de cette proportion, avec 33,8% maintenant de survivantes qui sont âgées de moins de 17 ans. Les survivantes adolescentes sont confrontées à plusieurs défis, mais je voudrais m'appesantir sur quelques-uns, notamment quand elles tombent enceintes du viol. Là, c'est sa première expérience de grossesse en bas âge. Et là, il y a d'abord un problème d'acceptation de la grossesse qui est issue du viol. L'état psychologique de la survivante, qui est adolescente de surcroît, elles sont stigmatisées, insultées, méprisées lors des séances de consultation prénatale. D'abord, c'est avec retard qu'elle saura qu'elle est enceinte. Il y a tout ce qui est la problématique de l'affection mère-enfant, mais également la perte de goût de vie. Elle doit abandonner les études à bas âge. Il y a aussi les besoins financiers, parce que finalement, la famille ne la considère plus au même titre que les autres enfants dans la famille, et elle devient une charge pour la famille. Il y a tout un tas de problèmes et de défis liés à la réintégration au niveau communautaire, surtout si l'auteur du viol, c'est un membre d'un groupe armé étranger. Ça devient encore beaucoup plus compliqué lorsque l'auteur du viol est un membre de la famille restreinte de la victime. Par rapport aux approches collaboratives utilisées, nous utilisons l'écoute active, mais également nous faisons la co-création dans la prise en charge. On n'impose rien à la survivante, mais plutôt on l'associe dans tous les processus de prise en charge. Nous avons mis également en place l'approche Maman Chérie des APS, des assistantes psychosociales, mais qui sont une sorte de mère artificielle pour ces survivantes adolescentes quand elles arrivent dans nos programmes de prise en charge. Les solutions, nous avons mis en place la maison Dorcas. La Fondation Panzi a mis en place la maison Dorcas, qui est un centre de transit où finalement les survivantes qui peuvent être rejetées, stigmatisées en famille,
qui n'ont pas où aller, elles peuvent passer pour avoir un hébergement transitoire provisoire. Pendant presque une année, l'État qu'on cherche une solution où on peut les orienter. Et au sein de la maison Dorcas, il y a plusieurs activités, notamment les activités de karaté, des danses-thérapies, des musicothérapies et toute une gamme de formations en métier en faveur de ces jeunes survivantes adolescentes, mais aussi pour toutes les autres femmes survivantes des VBG. En termes de solutions innovantes aussi, on a mis en place il y a quelques années un modèle holistique d'accouchement pour ces survivantes adolescentes et mineures qui ont des grossesses. Ça nous permet de les accompagner avant, pendant et après l'accouchement. Et ça a donné des résultats très positifs. Nous impliquons également les parents de ces jeunes filles dans tous les processus. Et nous les impliquons, nous les sensibilisons dans tous les processus de prise en charge de ces jeunes filles adolescentes. Voilà brièvement pour me résumer, pour ne pas abuser du temps, ce que nous faisons avec les jeunes filles adolescentes qui sont victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. Merci beaucoup pour cette présentation succincte mais très riche. Je vais maintenant parler avec Madame Ebersek et je pose les questions en français, mais les réponses seront en anglais. Donc, ceux qui ont besoin de traduction, veuillez repérer le bouton couteau. Madame Ebersek, en tant que UNFPA, pouvez-vous nous dire comment vous intégrez les besoins spécifiques des adolescents et des adolescentes, ainsi que ceux des adolescentes les plus isolées dans vos stratégies de santé et de droits sexuels et reproductifs? Et laissez-moi vous poser une question en même temps, comme ça vous répondrez aux deux en même temps. Quelles sont les priorités actuelles pour renforcer les systèmes de santé centrés sur les jeunes en Afrique? Et comment d'autres acteurs, gouvernements, ONG, bailleurs, peuvent-ils soutenir vos efforts? À vous, madame. Thank you, Nafissatou. Good morning, good afternoon, good day. It is a pleasure to be here with you all. Avec vous aujourd'hui. Donc, UNFPA se focalise principalement et prend tout ceci comme quelque chose de prioritaire. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'investir pour les jeunes semble être important pour la démographie. Ce qui veut dire que notre stratégie a été conçue pour être responsable aussi bien que centralisée sur les jeunes. L'approche du UNFPA et l'objectif principalement voudrait éliminer les barrières légaux, sociales qui sont en train justement de prévenir les jeunes et les adolescents d'avoir accès à un service de la santé reproductive, essayer d'atteindre également plusieurs résultats. Et je vais juste vous en donner quelques-uns à cause du temps qui m'est imparti. Nous travaillons avec le gouvernement pour soutenir l'établissement de la structure et la création de structures qui sont adaptées pour les jeunes, aussi bien que pour les adolescents, tels que des endroits qui soient sécurisés, aussi bien que des centres de constellation et la même structure où nous fournissons des équipements, aussi bien que de formation, aussi bien qu'un soutien opérationnel afin de garantir de ceci la pérennité. Nous collaborons également avec le gouvernement national, aussi bien que les autorités régionales, pour pouvoir fournir des services décentralisés mobiles avec un système de la sexualité reproductive afin de puisse atteindre les adolescents, aussi bien que d'autres personnes. Nous avons fait la conception de programmes, nous considérons notre stratégie, nous essayons de se cibler les jeunes, d'une perspective d'investissement à partir de la contraception, la prévention, aussi bien que la gestion également des infections transmissibles. Nous essayons de prévenir de ceci, la gestion de l'infection transmissible, aussi bien que la violence qui est basée sur le genre. UNFPA contribue également pour garantir et s'assurer que des informations pourraient éteindre justement et arriver à ces jeunes, que soient mis à jour aussi bien que d'autres éléments. L'objectif principal serait de garantir de ce qu'on
est en train de promouvoir donc le comportement de la santé et c'est la manière comment est-ce qu'on pourrait prévenir de mariage, enfants, aussi bien que d'autres éléments également relatifs à cela. Donc, nous essayons également de participer et nous considérons que tout ceci dès le départ, à partir de l'implémentation de ce programme, nous essayons justement de faire l'inconception de ce réseau, aussi bien que d'autres éléments en termes également de la question liée aux priorités. Nos priorités sont alignées avec la réalisation, donc à des résultats transformatifs pour l'UNPA. Une priorité serait de renforcer principalement et une autre leçon également qui serait centralisée par les jeunes, essayer de renforcer la capacité des différents officiers qui travaillent dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent fournir un service et qui pourrait être en conformité avec les jeunes et les besoins des jeunes. Nous priorisons également et améliorons également d'autres types de services pour des adultes en intégrant également la santé reproductive pour tout type de modules que nous fournissons. Nous priorisons également donc approche multisectorielle, ce qui veut dire que nous considérons également la santé et l'éducation, aussi bien que la justice quand on est en train de considérer également le service relatif à la santé reproductive. Nous utilisons des mécanismes qui existent au sein des mécanismes tels que les officiers de la santé, aussi bien que d'autres volontaires qui sont au sein de la communauté, des mécanismes qui existent au sein de la communauté. L'innovation également, comment est-ce qu'on pourrait utiliser également donc les médias sociaux pour pouvoir communiquer l'engagement de la communauté et fournir également des informations qui soient accessibles. Donc, notre priorité principale serait justement de créer un environnement qui soit propice quand on est en train de considérer comment soutenir le gouvernement, développer et implémenter un cadre juridique qui pourrait protéger les droits des adolescents, aussi bien que des jeunes, et comment on pourrait éliminer des barrières qui pourraient être basées sur le statut marital et l'âge principalement. Et très vite, je pense qu'il ne me reste que quelques secondes en termes de fournir un soutien maintenant au Sénégal. Je pense qu'à travers le continent, il va falloir reconnaître que le problème justement des jeunes semble être fondamental. Et ma recommandation serait qu'il y ait un changement dans la vision aussi bien que la stratégie. C'est une stratégie à long terme, ce qui veut dire qu'on est en train d'investir sur la santé des Antilles. Il va falloir comprendre ce dont on est en train de faire en ce moment et ce qui va se passer dans les prochaines années. Merci pour votre aimable écoute. Parlons maintenant de données avec Dr. Nouhoum. Dr. Nouhoum, d'après votre expérience, quelles données et preuves locales manquent-ils encore pour orienter des politiques adaptées aux jeunes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, ainsi que de lutte contre les violences basées sur le genre? Et, à partir d'un exemple concret, comment ces données peuvent-elles être mobilisées pour renforcer la collaboration entre chercheurs, praticiens, décideurs, afin de transformer les résultats de recherche en actions concrètes? Dr. No. Bonsoir et merci beaucoup pour la question. Je précise que je suis chercheur et directeur exécutif de GRAD Africa, qui est le groupe de recherche et d'action pour le développement. Et nous avons pour mission de promouvoir le leadership local et d'accélérer l'utilisation des évidences, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'utilisation des évidences, que ce soit dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de population en Afrique. Nous travaillons avec de nombreux partenaires, que ce soit des universités ici sur place au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'international, notamment avec des universités américaines, que ce soit à Berkeley, à San Diego ou au Nord Carolina. Et bien sûr, avec d'autres acteurs aussi qui s'intéressent beaucoup à la question de la santé reproductive, notamment pour la tranche des jeunes et des adolescents. On peut citer Save the Children, on peut citer Care International et plein d'autres. Et je pense qu'on a eu à travailler aussi dans le cadre de la prévention des mariages des enfants. Et donc, la question est assez pertinente. Et pour revenir à la question, je voudrais surtout souligner, quand on parle de jeunes et des adolescents, de quels jeunes et adolescents on parle, parce que généralement dans nos pays, on a toujours cette stratification sociale qui fait qu'il y a le milieu urbain avec ses réalités, le milieu rural avec d'autres réalités,
Et quand on regarde aussi des points de vue situation matrimoniale, la situation des jeunes mariés diffère de la situation des jeunes non mariés, surtout en matière de cadre réglementaire. Et les manques de données que je voudrais souligner, c'est surtout, d'après notre expérience de plus de 10 ans dans le domaine, c'est cette difficulté d'avoir des données qualitatives assez fines qui puissent traduire la réalité socio-culturelle à laquelle on fait face. Et c'est surtout la recherche approfondie sur les perceptions locales. On sait que quand on parle de l'accès aux services de santé de la reproduction, la problématique de la perception des prestataires est très intéressante, la clarification des valeurs par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire en dépit du cadre réglementaire qui existe, mais aussi la responsabilité des parents et tout récemment aussi la question des leaders communautaires qui jouent un rôle assez crucial. Je pense qu'il y a un manque de données à ce niveau concernant le rôle de ces différents acteurs et surtout leur perception de point de vue sociologique par rapport à la question de comment les jeunes peuvent accéder aux services de santé et de la reproduction. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Tout récemment, le projet Agency for All, qui travaillait sur la question des liens entre les normes sociales, les réseaux sociaux et au milieu l'agencéité des jeunes et des adolescents par rapport à l'accès aux services de santé de la reproduction. Mais il y a aussi, tout à l'heure, le professeur Sondier le disait, les données sur la question de la santé mentale, les liens entre la santé de la reproduction et la santé mentale. Il y a des études là-dessus, mais les études sont inégalement reparties, je pense, du point de vue géographique. Et, quand on regarde la littérature dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, je pense que la problématique est assez nouvelle et nous avons besoin d'en apprendre davantage pour savoir où se trouve la frontière entre les symptômes de la puberté et les crises d'adolescence ou bien des problèmes d'accès ou de déni de droits pour les jeunes et les adolescents. Je pense que là aussi, on a besoin de fournir assez d'efforts pour comprendre l'importance de la santé mentale dans ce contexte parce qu'on a souvent tendance dans nos contextes à négliger tout ce qui est santé mentale tant qu'il n'y a pas de manifestation physique. Et je pense que là, c'est un point assez crucial sur lequel déjà beaucoup d'acteurs travaillent, mais à l'avenir, je pense qu'on aura besoin d'informations encore davantage. Mais l'autre point qui est essentiel, et c'est un plaisir d'en parler parce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était Marie Glorieuse ou Montasser qui en parlait, c'est le cadre juridique. Nous avons vraiment besoin de données sur les services juridiques, puisque le cadre réglementaire, c'est lui qui permet de créer un contexte qui soit propice à l'exercice des droits. Et donc, il est indispensable de se munir d'un cadre légal assez clair et assez précis. Et dernièrement, en 2021, nous avons conduit un travail avec l'Université de North Caroline, professeur Hélène, sur la question de l'accès des jeunes aux services de santé de la reproduction. Le projet s'appelait Full Access, Full Choice. On peut le traduire en français comme plein accès et plein choix pour les jeunes en matière de méthodes contraceptives. Et c'était très intéressant de voir que si on analyse le cadre réglementaire du Niger, et tout de suite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vides juridiques. Et par exemple, les brèches qu'on peut souligner en matière de chaque fois qu'il y a une fuite de confidentialité ou une violation de la vie privée des jeunes et des adolescents à travers les prestataires, par exemple, quelles sont les dispositions à prendre? Quand il y a un déni de droit et que les jeunes auxquels on fait face, on lui refuse un service, tout simplement par des convictions personnelles, quelles sont les dispositions à prendre? Il y a des lois qui ont été mises en place dans le cadre de la promotion de la santé de la reproduction, mais en général, ces textes ne précisent pas les dispositions à prendre en cas de violation de certains droits. Et c'est la même chose aussi avec les consentements, que ce soit le consentement des parents, le consentement des conjoints ou de toute autre personne
qu'on peut solliciter pour offrir aux jeunes l'accès aux services. Parce que les lois, elles disent qu'il n'y a aucune discrimination liée à l'âge ou à la religion ou à l'ethnie, mais dans la pratique, c'est une autre réalité. Et là aussi, je pense qu'il va falloir faire le bilan par pays, savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour rendre opérationnelles les mesures réglementaires qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des cas de violation? Comment ça a été géré? Et on revient de nouveau à la recherche sociologique fine pour savoir comment ça se matérialise dans la réalité. Ça va être au-delà seulement des simples proportions, mais de regarder les vécus des jeunes et puis leurs difficultés d'accès aux services par rapport aux lois qui ont été définies. Et donc, de manière globale, pour clôturer la question, je pense que comment on ramène ensemble les décideurs, les acteurs de mise en œuvre et les bailleurs, je pense que c'est dans la conception partagée dès le début des interventions. Il est souvent difficile de ramener à bord les autorités publiques une fois que les résultats sont déjà obtenus. Et donc, de plus en plus, ce que nous privilégions d'un point de vue en tant que chercheur et d'un autre point de vue aussi en tant que metteur en œuvre de programmes, puisque nous intervenons aussi au niveau des centres de santé, nous conduisons de la recherche, c'est de privilégier dès le début le dialogue avec les autorités et de faire en sorte que la recherche répond fondamentalement à un besoin crucial d'information au niveau des autorités. Et je pense que de plus en plus, c'est en vogue. Le partenariat de Ouagadougou aujourd'hui exige dès le début cette collaboration directe avec les autorités pour que les questions de recherche que nous formulons puissent être de réponses claires à des besoins d'information au niveau des autorités. Je pense que de plus en plus, c'est la pratique. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous couper, mais vous aurez l'occasion peut-être de revenir un petit peu plus sur ça. Merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter le côté politique gouvernemental avec Madame Diouf Gueye. Madame Diouf, qui représente le ministère de la Santé, Direction de la Famille, Direction nationale de l'équité et de l'égalité du genre au ministère de la Famille et des Solidarités du Sénégal. Madame Diouf, pouvez-vous nous dire comment votre ministère travaille-t-il à intégrer l'analyse et les dimensions de genre dans les politiques de santé et de protection sociale, ainsi que quelle approche utilisez-vous pour favoriser une collaboration efficace entre les institutions gouvernementales sectorielles, santé, protection sociale, éducation, justice et autres, afin d'assurer une réponse plus coordonnée des besoins? Madame Diouf, dites-nous. Merci beaucoup, Madame la maire. Permettez-moi de remercier le CRDI pour nous avoir associés à ce panel. Remercier nos copanelistes et saluer toutes les personnes qui nous suivent à travers cette plateforme. Alors, en réalité, votre question, je vais y répondre avec beaucoup de plaisir parce que l'intégration de la dimension genre dans le politique de santé et protection sociale au niveau de notre pays peut s'apprécier à deux niveaux. D'abord, nous avons mené un audit genre des secteurs, notamment le secteur de la santé, pour faire l'état des lieux, établir une situation de référence, ensuite questionner les normes législatives et réglementaires, les documents de politique. Quand nous parlons des documents de politique, c'est les lettres de politique sectorielles, les DPPD, c'est les documents de programmation pluriannuelle qui sont soumis au budget, mais aussi les stratégies et plans nationaux, ainsi que les pratiques administratives en matière de genre. Après cette phase, nous avons élaboré pour le secteur de la santé un plan d'institutionnalisation du genre pour s'attaquer aux problèmes identifiés dans les documents susmentionnés. Dans cette perspective, nous avons d'abord travaillé sur la SRMENIA. La SRMENIA, c'est le plan santé reproductive, maternelle, infantile, mais des ados également, et de la nutrition.
le dernier plan, c'est le 2024-2028. Et nous avons également élaboré cette année le deuxième plan d'internationalisation genre du secteur de la santé. Ces documents ont permis de renforcer le dispositif adapté pour répondre réellement aux besoins différenciés des ados et des adolescentes, mais aussi des adultes, y compris les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les jeunes qui aujourd'hui constituent l'épine dorsale de cette réflexion à travers ce webinaire, nous nous sommes appuyés sur deux leviers. Nous avons les espaces jeunes et les centres conseils ados, où nous avons à la fois les jeunes filles et les jeunes garçons. À travers ces espaces, nous faisons la promotion de la santé reproductive. Je voudrais rappeler ici que le secteur de la jeunesse assure la tutelle de ce centre. Et grâce également à l'appui des partenaires, nous avons élaboré la stratégie New Deal, et je parle sous le contrôle de UNFPA qui a accompagné le gouvernement du Sénégal pour avoir cet outil puissant en vue vraiment de répondre aux besoins de santé reproductive des jeunes adolescentes et des jeunes ados, mais aussi d'adresser les questions liées aux violences basées sur le genre, au mariage d'enfants, à la mutilation génitale féminine, et de faire en sorte que les parents et les jeunes aient un espace de dialogue pour pouvoir également s'exprimer mutuellement, mais aussi porter la protection de la défense de ces jeunes contre tous ces fléaux que je viens d'énumérer et qui peuvent affecter leur santé physique et mentale, mais compromettre également leur développement psychosocial. Toujours dans ce secteur, nous avons intégré ces dimensions dans les plans d'internationalisation et la CERMENIA. En ce qui concerne le plan d'internationalisation du genre, il est traité dans ce plan comme un axe transversal d'abord, guidé par les principes d'équité et le respect des droits humains dans toutes les interventions. Et si vous visitez le plan, c'est le produit 5.2.4 qui renvoie à cela. Dans la CERMENIA, une intervention spécifique, au-delà de la transversalité, une intervention spécifique est également dédiée à la promotion de l'égalité de genre dans la ligne d'action 4.7.1, qui vise à renforcer l'intégration de la dimension genre dans l'offre de services SRMENIA, dont on peut noter deux dimensions. Le renforcement du cadre juridique et réglementaire et le plaidoyer pour l'application des lois protégeant les femmes et les jeunes enfants contre les violences, dont on peut citer la loi sur les mutilations génitales de janvier 1999 et la loi de 2020 qui interdit qui punit les actes de viol et de pédophilie. Dans le domaine de la protection sociale, nous avons au niveau opérationnel des structures sanitaires, nous avons des outils numériques comme Hello Ado et Guindimo. Donc, ces outils également nous permettent d'adresser ces questions. Et au-delà de ça, la collaboration à travers un cadre multisectoriel réunissant la famille, la justice, la jeunesse et les autres acteurs, la police et les forces de défense et de sécurité également existe à travers des comités formels, notamment le comité technique sur les VBG, les MGF, mais également le comité sur la stratégie nationale École des maris qui intervient dans ces domaines-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Clairement, une approche multisectorielle pour pouvoir adresser. On a fini de travailler en silo. On a compris qu'il faut travailler ensemble pour aller loin. Merci. Avant de passer à la deuxième série de questions, nous allons partager dans le chat deux liens vers des éditions spéciales de revues scientifiques récemment publiées et que vous pourrez lire après le webinaire et que vous pourriez trouver intéressant. La première édition spéciale présente des recherches locales sur les approches transformatrices de genre en santé sexuelle et reproductive en Afrique subsaharienne, menées dans le cadre du programme GT for Africa. La deuxième, issue de la cohorte CEDAR, met en lumière des études sur la santé reproductive des adolescents et des adolescentes dans des contextes fragiles. Ces publications offrent des données pertinentes pour orienter les politiques et les pratiques. Voilà que je me mets à parler en anglais. Restons en français. Ces initiatives reflètent l'engagement du CRDI à valoriser la recherche menée dans les pays du Sud et à combler les lacunes dans les débats mondiaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.
N'hésitez pas à regarder ces liens et à en faire bon usage. Alors, retournons à notre table ronde. Et nous allons commencer cette fois-ci par Dr Nuhu. Dr Nuhu, très concise, de façon très concise, en 5 minutes max. À partir d'un exemple concret, quelles recommandations feriez-vous pour renforcer l'utilisation des données probantes dans les programmes en lien avec la santé et les droits sexuels et reproductifs chez les jeunes? Et comment assurer que la voix des jeunes soit mieux représentée dans les processus de recherche et de décision? Vous aviez commencé un petit peu à parler de ça. Alors, pouvez-vous élaborer un petit peu? En 5 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nafissatou. Je vais essayer d'aller plus vite. Mais pour ancrer la réponse à cette question par rapport à notre expérience, je voudrais rappeler que nous avons travaillé pendant 3 ans dans le cadre de la prévention des mariages des enfants dans la région de Zinder, hein, dans le cadre d'un projet qui était financé par le CRDI Canada. Et d'une manière globale, ce que nous avons appris, c'est que le problème de santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, d'une manière générale, il s'inscrit, on va dire, dans les normes sociales. Et qui dit normes sociales dit ancrage dans les structures sociales. Et les changements, en général, il est assez lent. Donc, moi, ce que je préconiserais par rapport à ce que nous avons appris, c'est toujours de privilégier des programmes qui sont structurés dans la durée pour qu'on ait des résultats durables, mais aussi il faut aménager ce qu'on appelle l'habitus social, c'est-à-dire les habitudes quotidiennes des populations pour en tenir compte et voir comment on peut initier les changements à travers les vécus des personnes. Et je vais en venir tout à l'heure, il y a des manières pour le faire. Et, mais aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure, la multisectorialité. Il faut absolument sortir du piège de la spécialisation qui consiste à s'intéresser seulement à une seule dimension. Et je pense que l'UNFPA en parlait tout à l'heure. Il faut s'intéresser à l'éducation, à la santé, à la nutrition d'une manière possible, au-delà du résultat que cela peut donner, mais c'est aussi un gage de crédibilité au niveau local parce que les populations se posent toujours les questions, mais pourquoi ils s'intéressent uniquement à ça, pas à ça? Et quand on vient dans le cadre d'un programme conjoint, je pense que ça donne assez de crédibilité en termes d'une recherche de développement inclusif pour les communautés. Pour l'inclusion des jeunes, je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en général, il y a toujours des programmes de leadership qui sont financés, des jeunes qui participent à des formations pour renforcer leur capacité, renforcer leur voix, de se faire écouter. Mais autant la grande masse qui est en milieu rural est plus ou moins hors jeu. Et il va falloir trouver des moyens pour proposer des programmes contextualisés de leadership pour les jeunes. C'est-à-dire quoi? Une vision endogène aux communautés qui puisse être valorisée et peut-être constituée aussi sur la balance, un équilibre avec la vision de globalisation et de systématisation à laquelle on assiste, mais de voir comment on peut proposer des programmes contextualisés en milieu rural. Et pour dire comment faire participer les communautés, je voudrais souligner notre dernier projet avec le CRDI Canada, dans le cadre d'un projet qui faisait la promotion des hommes dans la promotion de la santé maternelle. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut consulter les populations, définir les programmes, les problèmes avec eux, y compris pour les jeunes, de se demander quelles sont les entraves, de proposer des solutions locales et de laisser les communautés mener les plaidoyers ou la sensibilisation nécessaire pour changer la donne. Et ça va au-delà de la simple implication, on parle de responsabilisation communautaire. Et je pense que cette approche, moi, elle m'a beaucoup séduit et je pense que ce sont des moyens de voir comment on peut assurer l'inclusion, mais aussi assurer la durabilité de ce que nous sommes en train d'initier au niveau des communautés. Voilà, merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup. Madame Diouf, revenons à vous pour le côté politique et gouvernement. Comment pensez-vous que la recherche peut contribuer à la mise en place de politiques et de pratiques pour la lutte contre les violences basées sur le genre et en faveur de services adaptés en matière de santé de la reproduction? Et avez-vous des exemples de résultats de recherche que vous avez intégrés dans votre travail pour renforcer les actions de lutte contre les violences basées sur le genre? Merci beaucoup pour cette pertinente question. En réalité, le gouvernement a très tôt compris que la recherche est fondamentale pour éclairer les politiques publiques et nous menons constamment des études, surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine également des VBG, pour protéger les femmes et les jeunes face à ces fléaux. Et nous sommes également très convaincus que s'agissant, par exemple, de la lutte contre les violences basées sur le genre et la vulnérabilité des enfants, il fallait axer les nouvelles politiques sur les données issues de ces recherches. Si je prends l'exemple du recensement général qui a fait ressortir 1 million de jeunes vulnérables, qui sont vulnérables au Sénégal, nous sommes basés sur cette étude pour formuler le projet autonomisation des femmes et des dividendes démographiques, Souhaite Plus Sénégal. Un projet également qui s'est beaucoup inspiré également des recherches EDSMIX et la dernière enquête nationale sur les violences basées sur le genre. Ces études également ont permis d'avoir 3 projets majeurs. C'est des études de 2023 et 2024 de l'ANSD, outre le recensement général de 2019. Le premier projet dont j'ai énuméré a une durée de 5 ans, c'est le projet autonomisation 2024-2028. Il vise à attirer 1 32 215 jeunes de 10 à 19 ans. Nous avons ciblé des jeunes de 10 à 19 ans avec une possibilité d'extension aux jeunes de 24 ans pour les tirer de la vulnérabilité. Et ce projet a différentes composantes, dont la composante 1 adresse la question des violences basées sur le genre, le maintien des filles à l'école, l'autonomisation économique, mais les compétences de vie courante qui adressent beaucoup les questions liées à la santé reproductive des ados, ainsi que la communication sociale pour le changement de comportement. L'autre composante de cet ambitieux programme, c'est axé essentiellement sur la SR-MENIA, pour vous dire que nous sommes très soucieux de l'amélioration du sort des femmes et des jeunes enfants et de leur bien-être. Un autre projet majeur également a été élaboré pour 7 ans, 2025-2031, c'est le projet d'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, une perspective d'autonomisation qui va également toucher la tranche d'âge dont j'ai évoqué, mais aussi les femmes adultes qui sont souvent victimes de violences basées sur le genre. Je voudrais à ce titre partager quelques chiffres qui nous ont beaucoup alarmés. En ce qui concerne la violence, après l'étude, on a pu également relever que 31,9% des femmes de 15 ans et plus ont déclaré avoir subi une violence physique, psychologique, sexuelle et économique au cours des 12 derniers mois. Et l'étude a été menée en 2023 par l'Agence nationale de développement de la statistique. Ces chiffres également ont été désagrégés par région. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je peux partager la communication. Mais ce que nous avons noté également à travers cette étude, c'est également que 21,7% des jeunes avant l'âge de 18 ans ont déclaré avoir subi des violences sexuelles et psychologiques. Pour vous dire que ces chiffres sont alarmants, cette proportion sont respectivement par rapport aux âges des cibles de 4,6%, 1,8%, 1,7% et 3,7%. J'aurai l'occasion de les partager. Donc, ce sont ces études qui ont sous-tendu vraiment l'élaboration de 2 projets majeurs. Et le 3e projet majeur que nous avons en cours de mise en œuvre, c'est le projet pour le renforcement de la résilience, la participation et la protection des femmes et des filles dans la région de Tambacounda,
qui découle d'une étude diagnostique du potentiel économique local des deux régions, qui abritent des sites d'exploitation minière ainsi que d'autres ressources naturelles et qui constituent de nouveaux enjeux d'accentuation du phénomène de la violence basée sur le genre. Donc, cette étude nous a permis d'adapter le projet aux besoins des cibles, notamment les femmes et les jeunes filles, mais l'étude également nous a permis de comprendre qu'il fallait impliquer tous les acteurs. Tout à l'heure, c'est la question de la coordination qui revient, notamment les collectivités territoriales, les agences de développement, les services déconcentrés de l'État, l'administration territoriale, et ce projet également a une durée de 3 ans. Le projet de renforcement de la résilience, une durée de 3 ans, 2024-2026. Le projet d'autonomisation économique, 5 ans, et son rayonnement est dans 11 régions. C'est un projet de la Banque mondiale. C'est 2024-2028. Et le projet d'élimination de la violence, d'autonomisation, 7 ans dans cette région. Ça nous permet d'avoir une couverture nationale en vue de répondre efficacement à la violence, mais aussi de trouver des solutions d'adaptation de l'offre de services de prise en charge. Donc, en résumé, voilà ce que nous avons servi les études qui constituent des évidences pour formuler des politiques adaptées, efficaces, mais également répondant aux besoins des cibles. En conclusion, nous pouvons dire que nous allons poursuivre nos efforts de promotion de l'approche multisectorielle, mais aussi nos efforts d'inclusion en mettant en avant les femmes et les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes pour répondre au mieux à leurs besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà en pratique comment on utilise les données pour on fait des politiques et des pratiques basées sur des évidences. Merci de montrer cet exemple. Très bien. Monsieur Bertin, on vous a perdu quelques secondes, mais heureusement, vous êtes revenu juste à temps pour que je commence à vous poser vos propres questions. Donc, tout se passe très bien. Et vos questions sont aussi basées... Oh, est-ce que c'est moi qui frise ou est-ce que c'est vous me recevez? Oui, je vous reçois bien. OK, parce que moi, j'ai l'impression que mon ordinateur est en train de me faire des tours. C'est de mon côté, je crois, mon ordinateur a décidé d'arrêter de fonctionner. Ah, voilà. Il a décidé de reprendre le fonctionnement. Alors, monsieur Nkwale, dites-nous, parmi les pratiques et les innovations que vous avez instaurées au sein de votre fondation, lesquelles pourraient être rapidement adaptées ailleurs pour améliorer la prise en charge des jeunes survivants et survivantes de violences basées sur le genre? Merci, je sais que vous faites beaucoup de choses, mais en 5 minutes. Merci, madame, pour la parole. Je voudrais d'abord mentionner que quand on doit faire la réplication des approches ou des modèles, on doit adapter ça au contexte local, aux réalités de chaque contexte local. Mais je me dis, le modèle de la maison d'Orcas, qui est une maison de transit, d'hébergement transitoire, mais également de formation à métier, c'est un modèle qui peut être répliqué ailleurs. Parce que j'ai oublié de mentionner qu'au sein de la maison d'Orcas, nous avons également un RDG. C'est-à-dire avec l'RDG, les enfants de ces adolescentes sont gardés là-bas, encadrés là-bas, et quand leurs mamans, jeunes mamans, vont soit à l'école, soit dans des programmes de formation à métier. Et donc, c'est un modèle qui peut être répliqué ailleurs efficacement et ça va aider les jeunes adolescentes. Tout en mentionnant également que le modèle de prise en charge holistique des accouchements des mineurs qui ont des grossesses ici de viol, c'est un modèle également, c'est une innovation que les autres acteurs peuvent prendre en compte. Ça peut être répliqué parce que ça permet finalement de prendre en compte les particularités et les spécificités de ces jeunes adolescentes qui ont des grossesses ici de viol, au lieu de les confondre
ensemble avec les autres survivantes. Elles ont des spécificités. Et c'est un modèle qui est holistique, où finalement, il y a un groupe de psychologues, des assistantes psychosociales qu'on appelle affectueusement des mamans chéries, mais également des accoucheuses qui sont formées spécifiquement pour s'occuper de cette catégorie spécifique de survivantes. Voilà un peu, je crois, les deux approches, les deux innovations peuvent être répliquées ailleurs, tout en tenant compte aussi du travail au niveau communautaire et du travail avec les parents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on a vu différentes approches, apporter la recherche, mettre la recherche à la disponibilité des décideurs. Les décideurs qui utilisent cette recherche, effectivement, et qui en veulent pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On a vu de comment on peut utiliser des questions de pratique, comment innover à partir de ce qu'on a. Madame Hébert-Sec, je me tourne maintenant vers vous. Encore une fois, Madame Sec va répondre en anglais, donc préparez la traduction si vous en avez besoin. Et on va monter au niveau international et gouvernemental et bailleurs de fonds. Donc, Madame Sec, quelles recommandations concrètes feriez-vous aux bailleurs et au gouvernement pour améliorer la coordination intersectorielle autour de la santé des adolescents et des adolescentes? On en a tellement parlé tout ce matin, toute la partie de ce panel. Et comment vous, particulièrement UNFPA, collaborez-vous avec les acteurs locaux pour lutter contre les violences locales basées sur le genre chez les jeunes? En 5 minutes. Ça va être difficile, mais je vous fais confiance. D'accord, merci. Et donc, ma recommandation essentielle serait pour la santé reproductive et sexuelle des adolescents, qu'elle soit considérée dans son propre domaine et non pas comme santé maternelle et perçue du point de vue de la santé familiale. Les adolescents ont leurs propres besoins et leurs propres priorités qui doivent être prises en considération et il faut s'y investir. Et si cela est fait, je crois qu'on peut mieux faire la coordination en tant que donateur et bailleur de fonds et États membres et fournisseurs de services. UNFPA a pour objectif de terminer les violences basées sur les genres et les sexes. Et nous travaillons pour cet objectif au Sénégal en collaborant avec nos partenaires, les ministères, pour réviser les textes législatifs afin qu'ils soient en concordance avec les conventions internationales et rationaliser les procédures pour la lutte contre la violence contre les sexes. Une fois que cela est fait au Sénégal, il y a la loi qui permet à la fille de se marier à 16 ans et le garçon à 17 ans. Et puis, nous sommes en train d'investir dans les centres de jeunes et les activités qui, en fait, font la prise de conscience sur les dangers de ces pratiques, surtout la mutilation des organes sexuels féminins. Et puis, la mutilation, on est en train de travailler avec les survivantes, les filles qui ont été sujettes à des violences et nous sommes en train de créer une approche basée sur les genres en faisant la promotion sur l'habilitation des filles. Et ils parlent du nouveau deal et ils se sont investis, nous avons investi dans la masculinité positive en s'impliquant avec les filles et les femmes pour la lutte contre la violence et ce qu'on fait, on est en train de mobiliser les familles, les leaders religieux, les leaders traditionnels pour parler de la violence basée sur les sexes. Ce n'est pas quelque chose qui est condamné par la religion et la tradition et comment nous allons traiter ce fardeau, ce fléau, pardon. Et c'est comment nous travaillons pour lutter contre ce sujet. Donc, merci d'avoir été suffisamment concis dans vos réponses pour nous donner la possibilité de poser un troisième tour de questions. Mais alors vraiment, en très court, en un mot, je ne sais pas si on peut dire quelque chose en un mot en français, mais on va essayer. En un mot, je vais faire un petit tour de table rapide parce qu'on approche de la fin du webinaire. En un mot, quel message clé voudriez-vous partager avec l'audience aujourd'hui? Et que voudriez-vous que l'audience retienne de cette discussion?
On va commencer par Madame Djoufgué. Madame Djoufgué, en un mot, quel serait votre message aux participants à ce webinaire aujourd'hui? Merci beaucoup. Mon message serait d'interconnecter les décideurs, les pouvoirs publics, les acteurs, surtout au niveau communautaire, notamment les religieux, les porteurs de voix influentes, les jeunes, les parents, dans le cadre vraiment de la mise en œuvre des politiques à caractère social, telles que la santé. On parle de la santé des ados, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de tous les phénomènes qui peuvent affecter négativement l'épanouissement des femmes et des jeunes enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nuhu, Dr Nuhu, à votre tour, en 30 secondes, quel message vous voulez laisser avec l'audience aujourd'hui? C'est intéressant. Et moi, je voudrais que nous retenions tous cette nécessité de clarifier davantage les lois que nous votons et que nous mettons en place pour améliorer le cadre de pratique des droits. De travailler davantage pour que les prestataires de services de santé puissent savoir à quoi s'en tenir, que les parents aussi puissent savoir à quoi s'en tenir quand on parle de faciliter l'accès aux services de santé reproductive aux jeunes. Parce qu'il y a une grande différence en matière d'interprétation, mais aussi en matière de mise en œuvre du cadre réglementaire que nous dessinons ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, passons à Dr Nkwale. Quel message voulez-vous laisser avec les participants? Merci, madame, pour la parole. Le message, c'est que dans des zones de conflit ou en dehors des zones de conflit, il y a des survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre qui sont des adolescentes et des adolescents. Ils ont des besoins spécifiques et particuliers et leur proportion est en pleine croissance. C'est un nombre important qu'on ne peut pas négliger dans des programmes de prise en charge. Et il y a des approches innovatives mises en place qui peuvent être partagées dans le cadre des échanges d'expériences et qui peuvent être répliquées ailleurs, mais c'est une composante importante. Il y a des défis spécifiques et particuliers dont on doit tenir compte et mettre en place des approches innovantes et spécifiques pour cette catégorie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous rejoignez tout à fait ce que Mme Ebersek disait tout à l'heure, que les adolescents devraient être pris comme un groupe spécifique et non pas agglomérés avec d'autres spécificités, d'autres groupes. Ce qui m'amène à demander à Mme Ebersek, quel message vous voulez laisser avec les participants aujourd'hui? Thank you. So the message I would like to leave is trust young people. Ce que je voudrais passer serait de faire croire donc les jeunes filles quand ils ont assez d'informations, ils vont certainement prendre de bonnes décisions et prendre la décision appropriée. Adolescents, ils savent ce qu'ils font. On a le temps de demander aussi à Prof Sambier. Prof Sambier, vous aussi, après votre introduction et votre claire mise en contexte, et après avoir écouté ce que les panélistes ont dit, quel message voudriez-vous laisser avec les participants? Merci. Je pense que moi, je suis très content d'écouter les panélistes. Les panélistes nous ont donné des pistes qui résument en gros ce que je demandais. Premièrement, il faut qu'on travaille en coordination. Et je crois que Mme Astou Diouf l'a bien dit. Ce travail avec les adolescents ne peut pas se faire si l'approche multisectorielle n'est pas développée. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour comprendre. Et j'ai bien aimé, nous, on a dit quelque chose qui est très fort. C'est la compréhension même de ce que nous on fait. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place, il y a des études qui sont importantes d'engager chaque fois dans la mise en œuvre des programmes. Et ça nous interpelle ici sur les études de mise en œuvre qui permettent, dans le cadre des programmes, de comprendre l'acceptation de ce qu'on a fait, de comprendre l'adaptation de ce qu'on a proposé
et de voir quels sont les défis et de pouvoir les résoudre. Et je pense que ça aussi, c'est très important et ça interpelle ce message. Le troisième message qui est très fort est l'expérience, les innovations qui viennent du Congo. Ce que l'équipe du Congo dit est très vrai. Aujourd'hui, il faut innover. Et innover ne veut pas dire ce qui a marché au Congo, on va le prendre contextuellement au Congo pour venir le mettre au Sénégal. Ça veut dire qu'on doit l'analyser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il existe dans le domaine de la recherche l'évaluation réaliste qui permet de comprendre dans ce contexte pourquoi une intervention marche. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les éléments du contexte importants, le mécanisme qu'il crée pour qu'une intervention marche? Donc, c'est pourquoi l'importance des chercheurs à côté des décideurs, à côté des bailleurs, devient capitale pour aider avec ces informations qui vont aider ce qui est bon ailleurs, comment l'amener dans un autre contexte pour le faire marcher. Enfin, comme l'a dit Madame Sek Hébert, les adolescents, on ne peut pas travailler pour eux sans eux. Je pense que ça, on doit le comprendre. Tout ce que tu fais pour moi sans moi n'est pas pour moi. Et c'est un message que les gens le disent et il faut les aider, il faut les écouter, il faut les engager, il faut les laisser parler et les accompagner. Et je pense que c'est ce que les projets du CRDI sont en train de faire. Et moi, je suis très content de voir ce qui se fait dans la région. Et je crois qu'avec l'expérience du Sénégal, ce que nous avons écouté en RDC au Niger, il y en a beaucoup d'exemples dans les pays. Maintenant, on doit peut-être documenter, partager, amener les acteurs à faire beaucoup de partage d'expérience. Et c'est ce que le CRD est en train de faire par ce webinaire. Merci beaucoup et que des prochaines occasions ne soient présentes pour qu'on continue ce genre de discussion et de partage. Merci. Merci, Nafi. Allô? Je n'arrive pas à me unmute. Ah bon? Alors, mais on t'a entendu un peu? Mon ordinateur ne veut pas se unmute. Mais on t'entend, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Oui, OK, oui, on t'entend. mon ordinateur ne voulait pas se unmute. Anyway, donc, je vais ajouter un autre il faut. Attends, il faut qu'on n'oublie pas que nous-mêmes, on a été adolescents. Il semble qu'une fois qu'on a sorti de l'adolescence, on oublie tout ce que ces adolescents vivent, comme nous, on n'a pas vécu ça. Donc, il faut se rappeler qu'on doit être dans leur position. Et qu'est-ce qu'on disait à nos parents? On est grands maintenant, laissez-nous faire, etc., etc. Donc, il faut aussi comprendre, comme a dit Sambier, tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous, ou n'est pas fait avec nous en tout cas. Mais vous voyez, c'est une discussion tellement intéressante. On pourrait encore rester à parler très, très longtemps. Merci beaucoup à tout le monde pour ce riche partage. On pourrait continuer à parler très longtemps, mais je vais devoir clore ce panel. Par contre, pour les participants, comme on l'avait dit au départ, il n'y a pas de temps pour poser des questions et vous laisser la parole, vous permet de poser des questions. Mais par contre, on l'a dit, mettez vos questions dans le chat. Les panélistes sont très gentiment acceptés de pouvoir ensuite répondre par écrit et ça sera partagé avec la vidéo et le message qui suit le panel. Vous aurez vos réponses à ce moment-là. Alors, je donne la parole maintenant à Marie-Gloriose Ingabire et Montasser Kamal pour leur mot de fin. Merci encore à tout le monde. Merci aux panélistes pour cette excellente session. Merci. Marie-Gloriose, à toi la parole. Oui, parfait. Merci beaucoup, Nafissatou. Écoute, je vais aussi ajouter mes grands remerciements à tous nos panélistes et à notre conférencier. Wow, quel riche échange et partage. Je pense qu'on pouvait aller encore pour une autre heure et c'était vraiment formidable. Et ça nous montre en fait cette importance d'échanger, de partager et je pense que c'est bien noté aussi de notre côté du CRDI de cette importance qu'on devra continuer à y penser et à soutenir. Donc, merci encore et merci à tous les participantes et participants et vraiment d'avoir pris le temps de vous joindre à nous et n'hésitez pas aussi de partager, comme Nafissatou l'a dit, vos questions et commentaires aussi et suggestions, pourquoi pas, dans le chat qu'on pourra partager ensemble.
Merci pour vos expériences et expertises. Alors, les échanges d'aujourd'hui, donc, ont souligné vraiment cette importance d'un engagement collectif, beaucoup revenu sur le multisectoriel. On a parlé aussi de la nécessité de renforcer la collaboration de plusieurs partenaires, les chercheurs, les décideurs et les leaders communautaires, etc. La collaboration aussi régionale et le partage de connaissances pour pouvoir donc faire progresser les agendas en matière de santé des adolescentes et des adolescents et la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, merci encore une fois. On a parlé du leadership des adolescentes et des adolescents. Ne l'oublions pas et gardons au centre de nos interventions. Alors, avant de conclure, il nous reste quelques 2-3 minutes. J'aimerais redonner la parole à mon tasseur pour le directeur de la division santé mondiale du CRDI, mon collègue, à Ottawa, pour donner le mot de la fin. À toi, mon tasseur. Merci beaucoup, Marie-Glorieuse. Merci beaucoup, Nafissa. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, que nous clôturons ce troisième et dernier webinaire consacré à la santé de la reproduction et à la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos éminents conférenciers et panélistes des 3 webinaires pour la qualité de leur intervention et leur précieuse contribution aux échanges. Restez connectés sur nos réseaux sociaux afin d'être avisés de nos prochains événements. L'équipe de CRDI vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou fin de journée. À très bientôt. See you soon. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.